Alors, on va enchaîner avec notre prochaine personne. C'est le Bloc québécois avec M. Yves Perron. Yves Perron est député du Bloc québécois d'Albertier-Masquinongé en Mauricie depuis 2019. Il est également le porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire, de gestion de l'offre à la Chambre des communes. À titre de membre et vice-président du comité de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il suit les dossiers agricoles de près. Dernièrement, il a été nommé whip de sa formation politique. Donc, j'invite M. Yves Perron. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez que nos chefs sont en train de préparer le débat qui va être bien important, qui aura lieu dans les prochains jours. Et donc, ce n'était pas possible pour Yves-François de venir avec moi ici aujourd'hui. Par contre, je lui ai demandé de vous adresser un petit message. Alors, je ne sais pas si, Gabriella, vous êtes prêt à diffuser la vidéo. Oui? Chers amis producteurs agricoles, bonjour. Je ne peux pas être avec vous dans votre conseil général. Mon ami Yves Perron y sera. Je voulais vous saluer et vous rappeler que, au fil des années, ce qu'on a développé avec les producteurs agricoles du Québec, ce n'est pas une relation politique, c'est une relation d'affection, d'attachement profond à ce que vous incarnez pour vous. Je vous souhaite de belles et bonnes délibérations et n'oubliez jamais que nous serons toujours avec vous. C'est un beau message, hein, quand même. Alors, là, on a combien de temps, Martin? 15 minutes. 15 minutes que je peux parler, puis après ça, 15 minutes de questions? Oui, 15-20 minutes. Fait que si je parle 10 minutes, on a 20 minutes d'échange. Absolument. Excellent. OK. Fait que je vais mettre un chronomètre, comme ça, j'ai une idée de la durée de temps. Bon, vous savez qu'on a une vision globale au Bloc. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir notre plateforme. Elle est quand même assez complète. C'est tout un défi, faire une plateforme électorale. C'est un petit document dans lequel il faut synthétiser. Puis les rédacteurs ont été vraiment habiles d'en ramasser l'essentiel. Donc, on insiste beaucoup sur la souveraineté alimentaire, notre résilience alimentaire et la transparence dans l'industrie. Je vois, vous ne serez pas surpris de m'entendre dire ça à nouveau, je vois le monde de l'agriculture agroalimentaire dans 3 grands aspects. D'abord, la résilience alimentaire, ou la souveraineté, comme vous voulez l'appeler, d'être capable de nourrir notre population. Pour être capable de nourrir notre population, il faut que nos producteurs aient des conditions de production adéquates, viables. Il faut que vous soyez capable de vivre d'abord de votre métier. Quand on regarde des statistiques, puis qu'on voit que 44 des producteurs agricoles ont, entre guillemets, une job de jour, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Quand les gens qui nous nourrissent doivent travailler ailleurs, moi, je pense qu'il y a un gros souci là. Donc, il faut vous donner les conditions optimales. Bien sûr, vous ne serez pas surpris de m'entendre parler de gestion de l'offre. Vous avez vu le travail qu'on a fait. Puis, ça a été très difficile quand même avant Noël de voir le projet de loi gelé au Sénat par 8-9 personnes, alors qu'on avait une pas pire certitude de gagner le vote final sur le plancher. C'est pour ça qu'on a pris l'engagement de le rapporter dans la première semaine. On va le redéposer et, selon les procédures parlementaires, on pourrait même y aller par consentement unanime pour le ramener au stade où il était. Donc ça, on va travailler là-dessus, c'est clair. Mais au-delà de ça, pour que vous puissiez produire pour nourrir notre population, recherche et développement, c'est extrêmement important, soutien à l'innovation. Vous savez qu'on a travaillé très fort aussi au comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais je salue mon ami Cody de l'écran. On a bien collaboré. Je pense qu'on va pouvoir faire un bon travail si les conditions se répètent, bien sûr. Mais on a travaillé beaucoup sur le code de conduite des épiciers pour vous donner des meilleures conditions de fourniture, une meilleure prévisibilité aussi. Ça, c'est un facteur qui est très important. Il faut que vous ayez des conditions d'affaires viables. C'est pour ça que le processus de règlement des différends, on a bien hâte de voir comment il va fonctionner. C'est en implantation dans les prochaines semaines, donc on verra. J'ai entendu mon ami de l'Abitibi tantôt parler de transformation avec l'Ontario et tout ça. Nous, évidemment, vous devez savoir qu'on est favorable à la facilitation du commerce entre les provinces. Donc, on est favorable à enlever certaines barrières. Évidemment, il y a des choses qui relèvent des provinces, c'est ce que Cody a répondu, mais je pense qu'il y a du travail qui peut se faire. Il y a par contre certaines choses qui devront rester, là, comme les exigences au niveau de la langue ou de la propriété des terres agricoles. Je pense que vous allez tous être d'accord avec nous. Donc, il faut y aller par parcimonie, de façon raisonnable. On est toujours à la même place. Mais l'abattage régional, je pense que c'est important. Et nous, on propose
que l'État soit en soutien à des abattoirs régionaux qui seraient ouverts, plutôt que d'être dans le cycle vicieux d'une subvention, puis là, ça fonctionne 7, 8, 9, 10 ans, ça ferme, faute de rentabilité, on passe un autre 5, 6, 7, 8 ans sans infrastructure, puis là, il y a une autre subvention qui est donnée pour redémarrer un projet. Est-ce qu'on ne pourrait pas être présent tout le temps pour venir appuyer dans les années difficiles? C'est l'idée qu'on lance, de considérer, puis je parle de l'abattage, je pourrais parler aussi de la transformation des fruits et légumes ou d'autres choses, de considérer les infrastructures de transformation comme des infrastructures. Je pense qu'il faut qu'on commence à penser comme ça, pour assurer une stabilité, puis autour de ces infrastructures-là, va se construire un écosystème de producteurs, puis un équilibre. La main-d'œuvre. Évidemment, la main-d'œuvre, c'est essentiel. Vous savez, les problématiques au niveau des travailleurs étrangers temporaires, l'administration et tout ça, on y travaille beaucoup. Et même si Martin a bien voulu nous soumettre au comité le questionnaire de 16 pages réduit en 4 pages, je pense qu'ils ne l'ont pas changé encore, mais on va continuer à travailler pour réduire la paperasse, évidemment. Et on a réussi à passer au comité de l'immigration qui a fait une étude sur les permis de travail fermés. Vous savez qu'il y a eu des abus dans certains cas, puis ça cause des difficultés dans d'autres cas, des gens qui perdent leur emploi et qui ne peuvent pas se relocaliser. Parce que le fédéral est trop lent à s'ajuster, on a proposé dans l'étude en comité des permis ouverts sectoriels régionaux. Ça rejoignait pas mal les positions, je pense, de l'Union des producteurs agricoles pour avoir une certaine sécurité. Et moi, j'ai fait inclure aussi dans cette résolution-là le principe du respect du contrat. Parce que c'est beau de dire on a tous les mêmes droits, puis tout ça, on est tous d'accord avec ça. Par contre, si tu as signé un contrat d'un an, tu ne peux pas travailler 3 semaines puis t'en aller parce que l'employeur à côté te donne 2 $ de plus de l'heure. Fais ton engagement, puis ensuite, tu auras une liberté de. Donc, on a fait inclure ça. On a fait inclure l'idée aussi de ramener à 30 % le taux de travailleurs étrangers temporaires dans l'agroalimentaire parce que, il faut être logique, là, ce qu'on produit, il faut toujours bien le transformer, ça prend une main-d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller travailler dans l'agroalimentaire au Québec et au Canada. Gestion des risques, Cody l'a abordé, c'est essentiel. Il y a eu des belles annonces de fait juste avant la campagne pour le Québec. Nous, on va veiller à ce qu'il y ait de l'argent là-dedans, mais ce qu'il faut assurer, c'est que de plus en plus, il y a une part de collectivisation du risque. Parce qu'on ne peut pas demander à nos producteurs agricoles, particulièrement dans le maraîcher où c'était très difficile, mais aussi d'autres secteurs, là, d'assurer les nuages, année après année. Puis si tu as le malheur de réclamer une année, bien là, l'année d'après, ta prime est multipliée par 4. Puis là, si tu réclames encore cette année-là, ça devient impossible. Moi, quand je vois des producteurs ne pas s'assurer, parce qu'ils disent que ça ne vaut pas le coup, puis on va prendre le risque d'avoir une perte, mais ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Donc, la révision, c'est 2028. Le partenariat canadien, on met de la pression là-dessus, c'est très important. La relève, vous savez qu'on avait travaillé beaucoup avec le projet de loi conservateur C-208 pour le faire approuver, pour la relève agricole. Il y a des ajustements à faire, entre autres pour les neveux et nièces. Évidemment, vous pouvez compter sur nous là-dessus. Dans l'augmentation de l'imposition du gain en capital aussi, nous, on était d'accord avec cette mesure-là que tout le monde veut enlever là, tout d'un coup, mais on était d'accord avec cette mesure-là pour que des gens qui vivent de dividendes ou qui vendent des actions soient imposés à la juste valeur. Mais on ne voulait pas que les transferts de fermes familiales soient touchés par ça, tout comme on ne voulait pas que le propriétaire d'un triplex qui n'a pas de fonds de pension qui comptait là-dessus soit imposé par ça non plus. Donc, d'y aller intelligemment, encore une fois, avec des exceptions. La question sur le régime d'épargne sylvicole qui a été posée tantôt, on est d'accord, on veut travailler là-dessus, évidemment. Généralement, là, bon, ça fait 7 minutes que je pense, c'est bien long. Mon premier point, c'est ça. Donc, c'est de vous donner les conditions pour produire. Le deuxième, c'est le partenariat environnemental. On vous demande beaucoup, mais vraiment beaucoup. Puis quand vous arrêtez de cultiver une bande riveraine parce qu'on vous le demande, vous améliorez la qualité de l'eau de tout le monde, pas juste de vous. Donc, ce n'est pas normal que le coût soit juste sur vous. Fait que nous, on a une proposition, puis ça fait des années qu'on en parle, puis qu'on le met de l'avant, puis les gouvernements ont commencé à agir dans ce sens-là, de rétribuer les bons gestes environnementaux. Et avec une bonne évaluation pour que ce soit presque automatique. Là. Et pour créer un cercle vertueux, pour vous faire confiance, parce que vous êtes les gens qui avaient les pieds dans la terre à longueur d'année, vous êtes ceux, dans le fond, qui veulent le plus en prendre soin que n'importe qui d'autre, parce que c'est votre gagne-pain. Donc, il faut vous faire confiance, il faut vous laisser faire l'innovation, il faut trouver des moyens de mesure de combien ça vaut. Puis moi, j'ai déposé l'idée après discussion avec mon chef, puis on pourrait donner, par exemple,
l'équivalent de 5 ans de revenus, de 5 ans de profit pour cette bande riveraine-là. Et cet argent-là pourrait servir d'investissement ou de mise à niveau pour le reste de l'entreprise, pourrait servir de mise de fonds pour la prochaine innovation qui, elle aussi, serait encouragée. Alors, c'est le genre de proposition qu'on a. Bien sûr, on a parlé de la norme biologique tantôt. C'est un combat qu'on a mené, qu'on a gagné dans des circonstances un peu étranges, là, où on a permis aux privés de réglementer eux-mêmes les OGM. Nous, on n'est pas les OGM, mais l'édition génomique. On est en accord avec la technologie, mais on veut que ce soit encadré convenablement. Donc, ça a été donné un peu comme bonbon, mais ça devrait être donné tout le temps. Comme il y a une question sur les PPA, tantôt 350 000 tout le temps, ça réglerait le problème. On dirait qu'il y a des grandes formations politiques qui veulent vous maintenir dans la dépendance, qui aiment ça, pouvoir vous faire un cadeau de temps en temps. Et si on mettait ça permanent, bien là, vous ne leur demanderiez plus. Puis là, ils ne pourraient plus avoir l'air fin. C'est un peu ce cercle vicieux-là qu'on veut casser. Puis notre projet de loi sur la gestion de l'offre, c'était la même chose. C'était de dire qu'on a assez de respect pour nos producteurs agricoles pour tenter, pour avoir comme objectif de les libérer des promesses politiques, des promesses politiciennes. Puis j'entends Cody, j'ai beaucoup de respect pour Cody, on s'apprécie beaucoup, mais je l'entendais parler tantôt, on vous assure qu'on va protéger la gestion de l'offre. Mais avant qu'on mette la condition au mois d'octobre dernier, si vous vous souvenez bien, on avait mis 2 projets de loi, les pensions de vieillesse, puis 282 pour la gestion de l'offre, en condition d'être appui au gouvernement. Là, tout à coup, je me suis mis à avoir de l'appui de ministres au Sénat. Mais avant, personne n'avait bougé le petit doigt. Là. Ils nous disaient qu'ils ne pouvaient pas rien faire. Ils ont commencé à agir à ce moment-là. Donc, 21 mois, notre projet de loi a été maintenu au Sénat. 21 mois, alors qu'un gouvernement minoritaire, ça dure en général 18 mois. Je salue Luc, que je vois dans la salle. Ah non, c'est pas Luc, c'est bon. Je me suis trompé. Salut Sylvain. Je pensais que c'était Luc Bertol qui venait d'arriver. Donc, ça a été difficile, là, ce bout-là. C'est pour ça qu'on veut le ramener, ce projet de loi-là. Et le blocage, en passant, j'ai parlé des libéraux qui n'avaient pas poussé sur les sénateurs, mais les conservateurs aussi ont fait des délais. Et à la Chambre des communes et au Sénat, où le leader a mis des délais là, dans nos affaires. Je ferme la parenthèse. Je reviens dans mes grands plans. Donc, le partenariat environnemental, pour nous, c'est essentiel. Et ça va aussi jusque dans les produits phytosanitaires. Hein? Si on vous demande d'utiliser moins, il faut que ce soit avec accompagnement. Et si jamais on va retirer un produit, est-ce qu'on s'est assuré qu'il y a un remplacement adéquat? Parce que des fois, si on retire un produit trop rapidement, on va empirer la situation. Le dernier point, c'est la réciprocité des normes. C'est essentiel, ça a été soulevé tantôt aussi. On ne peut pas vous demander de jouer à armes inégales. On ne peut pas non plus accepter qu'on ait des ententes de commerce international qui sont à sens unique, où le partenaire peut nous vendre sa marchandise, puis notre marchandise, nous, elle ne rentre pas. René a parlé du port tantôt. Ce n'est pas acceptable. Donc, il va falloir qu'on se tienne davantage debout. Dans la situation actuelle, il faut assurer que vous ayez du soutien. Si jamais il y avait des perturbations plus majeures, entre autres, on annonçait cette semaine là, dans le port, ça peut être dans d'autres industries, on a toujours notre idée de fonds permanent, fonds d'urgence permanent flexible, parce que ça n'a pas de bon sens que Agri-Relance, là, vous le connaissez, là, c'est supposé d'être le programme panique, ça. Il n'y a pas rien d'autre que marché, puis là, on s'en va vers Agri-Relance parce qu'on est en urgence. Ça a pris 2 ans. J'ai déjà vu des urgences plus rapides que ça, là. Tu sais, si c'est les pompiers, la maison a fini de brûler, là. Puis il y a sûrement des entreprises qui ont eu le temps de fermer dans l'intermède. Donc, ça n'a pas de sens. Et ça prend un fonds flexible, disponible tout le temps. Ça, c'est important. Bon, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais ça fait déjà 12 minutes. Moi, j'aimerais ça arrêter. J'aime mieux avoir plus d'échanges parce que j'essaie de arrêter ça rapidement. Puis je vais vous tenir jusqu'à 5 heures. Bon. Bien, merci, M. Perron. C'est ça que j'invite les gens à aller au micro, pour ceux qui ont des questions. Alors, micro numéro 1. Bonjour Yves, M. Perron. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour le secteur agricole. Agri-Relance, tu nous as organisé une rencontre avec M. McCauley pour essayer d'accélérer les choses. Tu l'as dit, avec la version accélérée, ça a pris 2 ans. J'étais sur la colline parlementaire pour le projet de loi C-282, même si ça ne m'affecte pas pantoute dans mon secteur. Tu étais là,
tu es vraiment là pour le secteur agricole, puis je tiens à te le dire ouvertement, puis que les gens le sachent, sans le bloc à bien des endroits, on n'aurait pas eu la voix qu'on a eue à Ottawa. Félicitations pour ça. Bien, merci beaucoup, c'est gentil. Tu as parlé de la réciprocité des normes, mais moi, il y a un petit bout qui me manque. C'est le bout où vous allez vous engager à faire des inspections, à faire des lois, des règlements qui vont faire que le moins pire compétiteur, c'était les États-Unis. Là, les gens ont de l'air à dire on achète Canada ou on n'achète pas États-Unis. Mais nos pires compétiteurs, c'est les autres que les États-Unis parce qu'ils n'ont vraiment pas les mêmes normes, ils n'ont vraiment pas les mêmes régies d'employeurs, de travailleurs, de CNSST, de tout ça. Fait que c'est ça qui vient vraiment nous impacter, c'est vraiment la réciprocité des normes. Fait que je t'invite à en parler avec les tiens, mais de faire des inspections, de faire des règlements pour que la réciprocité des normes soit à travers tous les autres pays, c'est vraiment d'une importance capitale. Bien, merci beaucoup, Catherine, pour la question. Merci de nourrir le Québec, d'abord. Je vais te retourner le merci. La réciprocité des normes, oui, j'ai commencé, mais c'est compliqué en maudit. Je fais une confidence. Déjà, quand tu essaies d'avoir un briefage avec les fonctionnaires, tu te rends compte que c'est 3 agences différentes qui s'occupent de ça. Puis ça va faire comme dans tous les cas où quand tu parles à un, il dit « Ah oui, mais ça relève de l'autre. » Puis là, tu parles à l'autre, il dit « Oui, mais ça relève un peu du troisième. » Puis là, tu tournes en rond, puis tu te ramasses que ce n'est pas la faute de personne. Je ne peux pas en faire un engagement formel parce que je n'ai pas encore trouvé, mais on réfléchit à un projet de loi qui irait dans ce sens-là, qui forcerait soit une réciprocité des normes automatiques ou encore au moins un processus d'appel pour les producteurs quand vous identifiez un produit sur les marchés. Vous allez me dire, ça existe déjà, mais ce n'est pas efficace. C'est très, très, très long. Puis quand on parle de réciprocité et de produits phytosanitaires, il faut parler aussi d'homologation. Je ne l'ai pas dit tantôt, j'essayais de tout déballer en temps de 10 minutes, puis ça n'a pas marché. Mais l'homologation, c'est trop long, là. On se souviendra tous là, du ligneron. C'est l'exemple que je donne tout le temps. Un produit pour la carotte, il y avait un changement de recette. Puis là, c'était tellement long d'approuver le nouveau produit qu'on a failli se retrouver que nos producteurs ne puissent pas lancer les cultures, puis qu'on importe des carottes des États-Unis utilisant ce produit-là. Fait que ça aussi, il va falloir y réfléchir. Puis moi, j'ai l'idée de commencer à soumettre. Peut-être qu'on devrait collaborer davantage avec les juridictions avec lesquelles on a un partenariat économique. Puis on pourrait peut-être se partager la recherche, l'analyse, puis ensuite, tout en conservant bien sûr notre souveraineté, le choix final relève de chaque pays, mais qu'on pourrait se partager le travail pour aller un petit peu plus rapidement. En tout cas, il y a beaucoup de travail, mais c'est sûr que c'est gros. N'hésitez pas à nous consulter, on est là pour trouver des solutions. Assurément. Micro numéro 2. Bonjour Yves. Salut. Ça va bien? Oui. Merci pour le bon travail que tu fais sur la colline, c'est très apprécié. Je vais y aller avec ma question, ça va être un commentaire et ma question dans le contexte de C82 pour la protection de la gestion de l'offre. Oui. Il y a eu beaucoup de discussions à l'intérieur de l'agriculture, on travaille ensemble, mais ça amène l'inquiétude pour certains secteurs qui sont orientés vers l'exportation que au sacrifice de la protection de la gestion de l'offre, on va on va concéder sur certains autres aspects de produits qui vont à l'exportation. Que j'aimerais proposer, puis j'aimerais entendre vos commentaires là-dessus, ça serait comment est-ce qu'on pourrait, dans un C82 amélioré, on puisse inclure la protection de l'agriculture de façon générale, parce que même si certains secteurs sont orientés également sur l'exportation, on nourrit nos communautés locales. Puis, ça crée une division à l'intérieur d'un secteur qui veut travailler ensemble. Je l'ai entendu autant d'un bord que de l'autre, gestion de l'offre ou non-gestion de l'offre. Ce n'est pas un contre l'autre, mais il faut qu'il y ait un libellé qui vienne donner cette confiance-là. Merci beaucoup, René, pour la très bonne question. Puis, tu m'en as parlé un peu tantôt, puis je t'ai dit, je le prends en considération, je vais essayer de voir comment je peux intégrer ça dans le libellé, mais moi, je veux être très clair là-dessus. Là. Ça n'a jamais été contre les autres productions. On a toujours considéré ça comme deux choses distinctes et complémentaires. La gestion de l'offre permet une stabilité régionale qui même bénéficie aux autres productions. Quand on me parle de sacrifier un pour l'autre,
je me suis fait beaucoup dire le contraire aussi. Tu sais, des gens, entre autres les cattlemen, là, qui me disaient on ne veut pas les protéger parce que tout d'un coup, on a besoin de les donner pour s'ouvrir un autre marché. C'est pas bien mieux non plus à l'envers. Fait que ça va dans les deux sens. Moi, je pense qu'on peut les considérer comme en complémentarité. Puis quand j'ai parlé tantôt du fonds d'urgence, j'aurais pu vous parler aussi du développement des nouveaux marchés. Vous savez que j'avais accompagné Mme Bibeau 2 fois en Asie dans le cadre du développement de la stratégie Asie-Pacifique. Il y a beaucoup de monde à nourrir là-bas. Moi, je m'engage à travailler pour faciliter ça aussi. Au niveau pan-canadien, aussi surprenant que ça peut être pour un bloquiste, là, nous, on n'est pas là pour mettre le trouble, on est là pour protéger les intérêts du Québec dans l'intermède, dans l'intervalle, mais aussi pour travailler pour notre monde. Fait que si on peut améliorer le commerce international, on va le faire. Et c'est ça. Je prends ça vraiment de façon positive, ton intervention. René, merci beaucoup. Merci. Mais il faut aussi arrêter de les mettre en opposition. Là, mais bon, on pourra en parler longtemps. Merci. Merci. Micro numéro 1. Maurice Veilleux, producteur forestier et de bovins à l'extrême est du Bois-Saint-Laurent. Ça fait 4h30 de route d'ici. Il y a eu une promesse de fait, je pense en 2015, 2 milliards d'arbres qu'on voulait remettre. Il y a eu bien des pourparlers avec le Québec là-dessus. De ce qu'on sait, c'est signé. Mais le chèque n'est pas normal. Fait que j'ai pensé m'adresser à vous. Peut-être que ça va se rendre plus vite à Ottawa que directement à un ministre de la Nouvelle-Écosse. Je peux y parler au pire. Mais en tout cas, ça, pour nous autres, ça serait le temps que ça finisse par arriver, cette histoire-là. Là. Mon autre question, elle est dans le bovin. Étant donné que je suis à l'extrême est, on a un abattoir au Bois-Saint-Laurent qui était approuvé fédéral, mais qui a lâché l'approbation parce que ça coûtait une fortune. Mais est toujours soumis au niveau des MRS, les bêtes qui ont décidé, eux autres, qu'il y avait plus que 30 mois. Là, il faut que dans les gros abattoirs, là, ils ont comme une balayeuse, puis ils l'enlèvent, le prion. Là. Mais dans les petits abattoirs, eux autres, ils pognent ici, puis ils massacrent ta carcasse. On parle de développer le marché local, d'être proche de notre monde, puis tout le kit. Bien, cette opération-là, là, ça nous coûte 75$ pour le temps qu'ils digonnent après ta carcasse. Plus, vu que ces matières-là sont radioactives, bien là, il faut qu'ils disposent de ça avec un autre 125$. Et on brise des belles pièces de viande là-dedans. Ça fait 21 ans qu'ils ont trouvé une vache à l'ouest, hein, bien loin. On pourrait-tu arrêter de niaiser à briser nos carcasses quand on fait du marché local? Puis je pense pas qu'on va mettre personne en danger s'ils arrêteraient de massacrer nos carcasses. Puis, tu sais, à un moment donné, là, c'est 300-400$ par carcasse que ça nous coûte finalement en bris de viande puis en frais. Là. Ça serait le temps. Là. Je pense qu'il y a du monde là quelque part qui commence à brasser la fonction publique là-dessus. Là. Je m'adresse à vous là-dessus, peut-être plus de chances qu'en parler à un ministre. Merci. Merci beaucoup. Plusieurs éléments dans votre question, M. Veilleux. D'abord, le 2 milliards d'arbres, vous m'apprenez que c'est signé. Là. Nous autres, on avait l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Puis nous, ce qu'on a soulevé, c'est que, parce qu'il était question à un moment donné, puis mon collègue d'Abitibi devant vous un plus, il était question à un moment donné d'aller boiser les terres en friche. Là. Nous, on a émis une proposition qui est suggérée par mon ami Sébastien Lemire, puis qui est très pertinente, de donner le même montant qu'on aurait donné pour planter des arbres pour remettre la terre en friche, en production. Ça pourrait peut-être faire plus de terre de disponible pour nos relèves aussi. Fait que ça, j'ai cet élément-là. Et pour les arbres, bien, qu'on les plante aux endroits, spécifiques. Fait qu'on va regarder où est-ce que ça en est rendu. Pour les bovins et l'abattage, effectivement, c'est les coûts. C'est pour ça que je parlais tantôt peut-être d'un soutien permanent de l'État qui pourrait être ponctuel selon une mauvaise année ou une bonne année pour les maintenir ouvertes tout le temps. Le risque les matières MRS, écoutez, en comité permanent avec M. Blois et les autres membres, on a mis ça dans à peu près, je vous dirais, 4 rapports au moins, peut-être 5 depuis 2019, de revoir la norme MRS. Évidemment, je ne suis pas vétérinaire puis spécialiste de santé publique, mais l'Organisation mondiale de la santé nous a donné le statut de risque négligeable il y a déjà plus que, je pense que ça fait presque 2 ans.
Je pense qu'il est temps qu'on bouge là-dessus. Je suis assez d'accord avec vous. On le pousse déjà. Mais la machine fédérale, elle ne bouge pas vite. Et une autre chose qui se développe, c'est les zones aussi. C'est pour éviter les risques. On a parlé beaucoup dans le secteur porcin avec René là, pour la fièvre porcine, mais dans toutes les productions, il faut développer des zones. Puis ça, c'est les négociations avec les pays dans lesquels on exporte. C'est un peu plus complexe, mais éviter s'il arrivait quelque chose, qu'on ferme tout le Canada au complet du jour au lendemain. C'est ça qui n'a pas de bon sens aussi. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Mais on pousse déjà là-dessus. On est bien au courant, mais c'est bien difficile. Oui, bonjour, Pascal Roy, Abitibi-Témiscamingue. C'est sûr, quand j'entends le mot 2 millions d'arbres, là, ça me fait tout le temps frissonner encore. Là. Ouais. C'est un défi chez nous. Là. Puis c'est sûr qu'il va arriver d'autres programmes avec des crédits carbone puis tout ça. Là. Fait au moins qu'ils soient ici déviés vers des terres où on a fait des interventions forestières. Des terres forestières. Puis présentement, en plus, le 2 milliards d'arbres, ils en ont planté partout, mais ils n'ont même pas d'argent pour faire l'entretien de ces plantations-là. Là. Moi, je siège quand même au niveau de l'Agence de la forêt privée, là, puis ils n'ont même pas d'argent pour faire un entretien correct. On a planté des arbres, mais on n'est même pas capable de s'en occuper. Là. Mais c'est sûr qu'à long terme, là, c'est laisser les friches agricoles tranquilles, là, puis aller planter dans le boisier. Je pense que les forestiers sont à la même place que moi là-dessus. Là. On fait des interventions forestières, mais il n'y a pas d'argent via les crédits carbone pour reboiser dans les terres forestières. Merci. On est d'accord. Puis en plus, on a eu quelques études, tout dépendant des secteurs géographiques au Québec, qui démontraient que de laisser la terre en friche, ça absorbait autant de carbone que si on plantait des arbres dessus. Tu fais que tu n'as qu'à faire, fais rien. Ça va coûter moins cher. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les remettre en culture le plus possible. Quand tu parles, Pascal, de crédit carbone, puis pour planter des arbres, il faut aussi, moi, je pense, commencer, c'est ça que j'essaie de pousser, là, à regarder l'ensemble de l'activité agricole. Parce qu'on entend souvent, les vaches émettent du méthane ou ainsi de suite. Premièrement, les associations de producteurs sont assez innovants. Ils s'améliorent d'année en année, puis ils sont très transparents. Moi, je salue, entre autres, là, les producteurs de lait qui viennent de sortir leurs résultats. Là. Ils visent carboneutralité 2050, puis ils viennent de sortir leurs résultats, puis il y a une petite variable due à la stabilisation libre. Ben, moi, j'apprécie quand on est transparent comme ça. Fait que moi, je peux le défendre ensuite pour dire, ben oui, ça n'a pas baissé cette année, mais regarde, on a amélioré le bien-être animal, fait qu'on est capable de compenser. Et il serait peut-être temps qu'on commence à regarder un pâturage, ça donne quoi? Ça favorise la biodiversité. Il y a un paquet d'oiseaux et d'insectes qui vivent là-dedans. Est-ce que le fait qu'on ne travaille jamais ce sol-là, ou à peu près, le carbone va y rester aussi? Quand les vaches, quand le bétail va aller brouter, ben, il y a un traitement. Donc, il faut mesurer chacun des impacts. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire. Et pour ça, je vous invite, l'ensemble des productions, à continuer à nous faire des documents comme ce que vous avez fait dans le bœuf récemment. Là. Je pense que ça s'appelle différencier le vrai du faux, quelque chose comme ça. Puis avec des faits, des techniques précises, plus vous en faites, plus vous êtes transparent, plus c'est facile pour du monde comme moi de vous défendre puis de porter votre voix, puis de faire la promotion de vos productions. Mais je pense qu'il faut qu'on le mesure aussi. Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres personnes au niveau du micro, mais M. Perron, vous venez d'effleurer quelque chose quand même d'assez important. Vous avez parlé du bilan carbone. On sait qu'on a une taxe carbone au niveau fédéral. Ici, on a un système qui s'appelle SPED, qui est là, un système de plafonnement. En lien avec ça, sachant qu'il était suspendu au niveau de la taxe, j'aimerais ça peut-être, M. Perron, pouvoir vous entendre un petit peu par rapport à cet élément-là, parce qu'ici, présentement au Québec, on vit une injustice en lien avec ça, c'est qu'on paye des coûts plus élevés au niveau de la province. Et côté fédéral, mais présentement, comme je disais, c'était suspendu. J'aimerais un petit peu vous entendre. C'est une très bonne question. J'étais surpris de ne pas l'avoir encore eu, d'ailleurs. Premièrement, le système de la bourse du carbone relève de Québec. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que nous, on ne pourra pas faire. Là, okay? Mais pour vous démontrer comment on peut être raisonnable et sensé, nous avions appuyé C234. Ceux qui ne se souviennent pas, c'était quoi? C'était l'exemption pour la taxe carbone, pour le séchage du grain au propane, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et quand tu n'as pas d'alternative, tu ne peux pas demander de réduire la production, de réduire la pollution. Le gars, il va continuer pareil. Fait que tout ce que ça avait comme impact, c'est d'aller chercher l'argent dans les poches des producteurs agricoles. Malheureusement,
en bout de piste, ce sont les conservateurs eux-mêmes qui ont bloqué ce projet de loi-là. Fait que je pense qu'ils ne l'ont pas encore, ce crédit-là. Là, on a retiré le volet aux consommateurs. Est-ce que ça touche vraiment le séchage du grain dans le Canada? Ça serait à vérifier. Mais sinon, nous, notre position, c'est sûr que l'urgence climatique, tout le monde le voit, là, tout le monde le sait. Puis je pense qu'il faut faire des actions. Puis je pense qu'il faut que la pollution ait un prix. Ça, c'est clair. Par contre, il faut y aller avec discernement. Et dans le secteur agricole, particulièrement, nous, ce qu'on préconise, c'est ce qui est prélevé. En fait, c'est vos anciennes demandes. Là. Ça a peut-être changé avec le changement canadien, mais votre position, c'était, on comprend la bourse du carbone, mais nous, on veut que ces sommes-là soient remises dans l'industrie pour que nous, on puisse améliorer nos performances environnementales. Ça, je pense que c'est la voie d'avenir. Tu sais, les sommes qui sont prélevées sur vos exploitations agricoles, ça ne devrait pas servir à payer des bornes électriques. Ça devrait servir à de l'innovation technologique, un peu selon le modèle que je vous disais tantôt. Là, redistribuer cet argent-là directement sur le terrain, s'il y en a. Puis si on a une exception à faire, bien, vous savez qu'on est d'accord parce qu'on en a déjà voté une sur le séchage du grain quand il n'y a pas d'alternative. Mais en même temps, s'il y a des alternatives, il faut peut-être mettre plus d'incitatifs que des pénalités. C'est bon. Mais c'est compliqué comme dossier. Micro numéro 1. André Mousseau, producteur en serre et président de la vallée Mascoutaine à Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai un défi général sur l'agriculture. Je me demande, vous travaillez dans ce domaine-là depuis longtemps, c'est-tu normal qu'à travers un pays comme le Canada, où est-ce qu'on dit que c'est un pays qui a les moyens, qu'il n'y ait pas plus qu'1%, moins qu'1% qui vient pour soutenir l'agriculture? On mange 3 fois par jour. On veut que ce qu'on produit ici soit le plus performant, le moins dangereux du monde. En même temps, on nous met en compétition avec le monde entier. Puis, malgré ça, quand je parle avec mes producteurs, eux autres, ce qui les inquiète, c'est la sécurité de revenus. Ça n'a pas évolué. Il y a 15 ans, le gouvernement libéral en place avait mis en place un programme d'agri-stabilité pour ceux qui n'avaient pas de structure reliée à la sécurité de revenus. Puis, à côté de ça, il y avait un programme d'agri-investissement qui avait été mis en place. Après ça, il a passé des conservateurs qui trouvaient qu'il y en avait trop. Ouais. Fait qu'ils ont baissé la norme de 85 à 70 pour l'agri-stabilité. Puis, en même temps, ben, l'agri-investissement à 1,5, c'était bien trop. Fait qu'on a mis 1. Quand les libéraux sont venus au pouvoir, eux autres, ils ont promis de les remettre. Je pense que c'est la 10 ans que là. Ils n'ont pas fait. Ils ont oublié. Puis, ça fait que le total, on voudrait réinvestir dans l'agriculture pour permettre à tout le monde d'être plus efficace, plus performant, être capable de baisser le coût de l'agriculture locale parce que tout le monde dit que ça coûte trop cher. Donc, si on pouvait aider les producteurs à produire pour moins cher. Mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment ça se fait que si l'agriculture, c'est si important que ça, qu'on n'arrive pas au fédéral à y mettre plus qu'à 1 puis qu'on ne rencontre pas les besoins de sécurité de revenus des producteurs quand ça fait 10 ans que les revenus agricoles baissent. En même temps, l'aide fédérale baisse. Il faudrait que quelqu'un se penche là-dessus. Là. Vous êtes là, il faudrait que vous travaillez là à l'année. Là. À un moment donné, là, vous vous occupez de l'agriculture, allez donc fouiller ça dans ces budgets-là, puis essayez de le faire comprendre à vos confrères que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure de ne pas soutenir l'agriculture plus que ça. Ou est-ce que tout le monde mange 3 fois par jour, puis on veut qu'ils mangent de mieux en mieux? J'aimerais ça que vous y alliez fouiller là-dedans, puis leur expliquer que ça ne marche pas. Bien, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup l'intervention. C'est pour ça que j'en ai parlé tantôt du revenu, puis des gens qui travaillent à l'extérieur, puis tout ça. J'essaie de pousser pour ça. Puis effectivement, c'est ridicule que le budget soit à moins de 1 %. Puis sur une base personnelle, dans les dernières réflexions que j'ai faites, je vais travailler là-dessus, mais si on met 2 % en défense, peut-être qu'on pourrait mettre plus qu'1 % en alimentation, hein, parce que comment on faisait pour prendre une ville au Moyen-Âge? Il assiégeait la ville puis attendait qu'il n'y ait plus de nourriture dedans. Donc, à un moment donné, si on veut être solide, il va falloir qu'on soit intelligent, puis peut-être davantage respectueux des gens qui produisent cette nourriture-là. Fait que, augmenter le budget, clairement. C'est bien. On va y aller avec la dernière question, micro numéro 1. Bonjour Yves, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le projet de loi C-282. Vraiment, tu as mis beaucoup d'énergie là-dedans, puis ça paraît. Donc, je voulais juste revenir sur un, l'autre ou un et l'autre pour les exportations. Comme mon collègue Emmanuel de Stryker, des producteurs d'œuvres du Canada, l'avait mentionné à la commission,
On veut tenter d'être capable de faire un et l'autre, là. Protéger ce qui rentre des États-Unis, mais on ne veut pas empêcher l'exportation. Donc, on pourra retravailler, si on repart le projet de loi, tout ça, on pourra retravailler pour que ce soit peut-être plus clair, là, mais c'est sûr que dans les intentions, on ne veut pas se monter les uns contre les autres. Fait que c'est vraiment d'être un peu défensif d'un côté en étant offensif de l'autre bord. Puis je pense qu'on est capable d'y arriver. Donc, merci beaucoup pour tout. Bien, merci, Il n'y a pas de Sylvain. question en tant que telle, c'est plus un Ouais, commentaire. le consensus existait au Québec, hein, davantage que dans le reste du Canada. On est dans le contexte canadien, il faut faire avec. Mais je vais travailler là-dessus encore. Il faut vraiment voir ça comme complémentaire, comme je disais tantôt. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. J'ai peut-être quelques éléments, M. Perron. C'est le lien, puis je vais faire du pouce. Qu'est-ce que M. Mousseau a mentionné? On l'a mentionné au dernier budget fédéral, provincial, mais surtout au budget fédéral. C'est que si on veut se doter d'un projet de société, d'un plan stratégique au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire, puis je rajoute à ça tout notre monde côté agricole. Parce qu'ici, aujourd'hui, on a des gens au niveau des pépinières, côté horticole et ornemental. Ça fait tout son sens parce qu'on habite sur le territoire dans chacune des ruralités. Cet élément-là est essentiel de dire qu'il faut augmenter ces budgets-là. Comment qu'on veut réussir quand ces budgets-là ne sont pas augmentés, sachant qu'au niveau des coûts des intrants, que ce soit aussi avec l'achat des terres agricoles, ça a des impacts majeurs, puis avec toute cette notion-là de notre relève agricole. Je pense qu'on parle de projet de société. On sent que nos gens sont avec nous, puis d'ailleurs, tantôt, je mentionnais quelques éléments de notre sondage. Je vais juste en rajouter. Cette contribution-là que les gens ici au Québec pensent de nous, la contribution du monde agricole, bien, la base de tout ça, c'est la sécurité et l'autonomie alimentaire. Alors, plus que jamais, il faut être capable d'utiliser ça. Il faut trouver une façon pour sécuriser tout au niveau de la production. Puis quand on fait des comparatifs, que ce soit au niveau de l'OCDE, des autres pays, même les États-Unis, bien, on voit qu'on est en deçà d'un soutien au niveau de l'agriculture. C'est sûr qu'on va vous aider. Vous aurez aidé, mais qu'on veut avoir ce soutien-là au niveau de votre organisation pour aller vraiment plus loin et puis aller chercher. Puis dans ce même sondage-là, il y a un rapport qualité-prix. Les gens commencent à réaliser que les produits ici qu'on fait, ici au Québec et au Canada, c'est une plus-value, puis il y a un bon rapport qualité-prix avec ces choses-là. Et c'est pas pour rien, quand on regarde sur les 10 dernières années, on voit le budget des ménages au niveau canadien. C'est toujours entre 10 et 11 % que les gens consacrent au niveau de l'alimentation. Ça n'a pas trop bougé. C'est sûr que les prix ont augmenté, mais il reste que les gens, qu'est-ce qu'ils prennent de leur poche pour s'alimenter, c'est encore le même ratio, pendant que d'autres ont explosé. Mais ça se fait aussi sur nos entreprises agricoles, puis l'endettement de nos entreprises agricoles sur les dernières années, parce qu'il a fallu, par rapport à toutes les normes environnementales, vous avez parlé, le bien-être animal, tous ces enjeux-là. Je pense qu'il faut avoir un soutien beaucoup plus élevé pour éviter l'endettement continue à augmenter au niveau de nos fermes, parce qu'il en va du bien du transfert de toutes nos entreprises agricoles ici au Canada. Sur ce, merci, M. Perron. C'est des beaux chantiers. Merci beaucoup. On va prendre quelques minutes de pause. Je crois, je regarde Magali, on prend 10 minutes? OK, c'est qui le boss, là? Ben, moi, je vais dire 10 minutes. On va prendre 10 minutes. On va commencer comme ça.